Je suis arrivé à Lyon à la tombée de la nuit. La pluie a inondé les rues de la monotonie que seules les grandes villes semblent abriter. Ce mélange de silence et de chaos. L'hôtel se trouvait dans un coin étroit et faiblement éclairé. Il s'appelait Hôtel de l'Éclipse. La façade n'avait rien de spécial. Un bâtiment de vieilles briques usées, une enseigne faiblement éclairée et un bureau de réception qui semblait abandonné. Dès que je suis entré, une sensation étrange m'a envahi. La réceptionniste, une femme pâle aux yeux vitreux, m'a accueilli sans aucune émotion. Quelque chose en elle semblait faux, mais j'étais trop fatigué pour m'en soucier. Il n'avait besoin que d'une douche chaude et d'un lit pour se préparer à la réunion du lendemain. Le disque a été fait en silence. Elle m'a glissé la clé de la chambre 303, comme si elle se débarrassait d'un poids. Tandis qu'il montait dans le vieil ascenseur qui grinçait et gémissait sous l'effort, quelque chose sembla changer dans l'atmosphère. J'avais l'impression d'être observé. L'ascenseur s'est arrêté brutalement à mon étage, et quand je suis parti, j'ai été accueilli par un couloir étroit et faiblement éclairé. Les lampes clignotaient, projetant des ombres momentanées qui faisaient battre mon cœur. C'est la fatigue qui parle, pensais-je. Je suis entré dans la pièce et j'ai verrouillé la porte, ressentant un soulagement passager. La chambre était petite, presque claustrophobe, mais suffisante pour une nuit. L'odeur, cependant, était étrange. Une odeur subtile d'humidité mélangée à quelque chose d'autre, quelque chose de métallique. J'ai fait semblant de ne pas l'avoir remarqué. La fatigue m'envahit et je me jetai bientôt sur le lit. C'est à ce moment-là que les sons ont commencé. Conversation étouffée, rire discret. Je me suis retourné, essayant de trouver d'où ils venaient, mais la pièce était vide. Je me suis levé et j'ai regardé le couloir. Rien. Je suis retourné me coucher, croyant que peut-être les bruits provenaient d'une autre pièce. Cependant, ils se sont intensifiés. Maintenant, je pouvais distinguer des mots qui semblaient avoir un but sombre, presque rituel, quelque chose qui n'avait pas de sens. Je me relevais, cette fois plus perturbé. La voix semblait provenir à l'intérieur de la pièce. J'ai commencé à chercher la source, convaincu qu'il s'agissait d'une sorte de défaut acoustique ou d'un poste de radio mal régulé. Quand j'ai ouvert le tiroir de la commode, mon cœur s'est presque arrêté. Là, cachées parmi quelques papiers, se trouvaient plusieurs photos Polaroid, vieilles et jaunies. Les images montraient des gens, des hommes et des femmes, dans des situations visiblement troublantes. Leurs visages étaient tordus par la douleur, leur corps marqué par des coupures et des contusions. L'une des photos était datée du mois dernier. J'ai laissé tomber les photos avec les mains tremblantes, tout mon corps palpitant d'adrénaline. Je me suis tourné vers la porte, prêt à partir, mais elle ne s'est pas ouverte. J'ai verrouillé et déverrouillé plusieurs fois, mais la poignée était coincée, comme si quelque chose ou quelqu'un se trouvait de l'autre côté, bloquant ma sortie. J'ai couru à la fenêtre, fermée. Et puis je l'ai vu, une caméra de sécurité, camouflée dans le coin supérieur de la pièce, pointée directement sur moi. Le petit point rouge de l'enregistrement clignotait, silencieux, froid. Quelqu'un regardait. Chaque mouvement que je faisais, chaque respiration était capturée par cet objectif impitoyable. La panique s'empara de lui. Je suis retourné à la porte, j'ai tiré fort sur la poignée, je l'ai frappé, j'ai crié, mais personne n'a répondu. Mon téléphone portable n'avait pas de son. L'hôtel m'isolait, me retenait. Mes mains transpirent, glissent sur le bois de la porte, tandis que mon esprit tourne en rond, cherchant une issue. C'est alors que j'ai entendu des bruits de pas, lents, lourds, en approchant par le couloir. Leur écho m'a terrifié plus que tout ce que j'avais connu auparavant. Je me suis tourné vers la commode et j'ai cherché désespérément quelque chose que je pourrais utiliser comme arme. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'est plus de photos. Des photos qui incluaient maintenant des images de la pièce dans laquelle je me trouvais, prises sous différents angles, sur plusieurs jours. Des photos de moi. Les bruits de pas s'arrêtèrent de l'autre côté de la porte. Un silence de mort s'installa. Je pouvais presque entendre mon propre halètement, les battements inégaux de mon cœur. Le bruit des clés qui tournaient dans la serrure brisa le silence comme le tonnerre. Quelqu'un à l'extérieur était sur le point d'entrer. Dans un élan de désespoir, j'ai couru vers le placard et me suis caché à l'intérieur, fermant la porte lentement, essayant de ne pas faire de bruit.
De la fissure du placard, j'ai vu la porte de la chambre s'ouvrir lentement. Un groupe d'hommes entra. 4, peut-être 5. Ils portaient tous des costumes noirs impeccables. Leurs expressions étaient d'une froideur effrayante. L'un d'eux tenait une grande clé en métal qu'il gardait dans la poche de sa veste. « Monsieur Durand », dit l'homme de devant, d'une voix calme et calculée. « Nous sommes de la sécurité de l'hôtel. Il semble qu'il y ait eu un malentendu. » Je pouvais à peine respirer, essayant de rester immobile, recroquevillé parmi les vêtements suspendus dans le placard. Mes yeux scrutaient la pièce, essayant de trouver quelque chose, n'importe quoi qui pourrait me sauver. L'homme continuait à parler, marchant lentement dans la pièce, comme un prédateur chassant sa proie. « Sortez. Nous ne voulons pas que cela devienne plus difficile qu'il ne l'est déjà. » J'avais les mains moites, mon corps tremblait. Ils savaient que j'étais là. Ils l'ont toujours su. Soudain, les lumières de la pièce se mirent à clignoter violemment. Un bourdonnement aigu emplissait l'air, comme si quelque chose interférait avec le système électrique. J'ai profité du moment de distraction. J'ai poussé la porte du placard de toutes mes forces et j'ai couru vers la sortie, surprenant les hommes. Ils ont crié quelque chose, mais j'étais déjà dans la cage d'escalier d'urgence. J'ai couru en bas, trébuchant sur les marches, le bruit de mes propres pas résonnant sur le cadre métallique. Je m'en fichais qu'ils me suivent, je devais juste sortir de là. J'ai traversé la réception déserte et j'ai défoncé la porte d'entrée, sentant enfin l'air froid de la nuit sur mon visage. Je me suis enfui de l'hôtel, sans me retourner. Le lendemain, je suis rentré avec la police, mais l'hôtel de l'Éclipse avait disparu. Pas seulement l'hôtel, mais tout le bâtiment. Ce coin de la ville était vide, comme si l'hôtel n'avait jamais existé. Les autorités ont dit que je devais être confus, peut-être fatigué du voyage. Personne n'a cru mon histoire. Depuis, je n'arrive pas à dormir. J'ai constamment l'impression d'être observé, qu'il y a des caméras cachées dans chaque chambre d'hôtel où je séjourne. Des photos, des appareils photos, des voix, ils sont toujours avec moi. Ils le seront toujours. J'avais besoin de passer du temps seul. Le divorce m'a laissé épuisé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Au début, j'avais l'impression de me libérer de quelque chose qui m'étouffait. Mais dès que j'ai signé les papiers, j'ai été frappé par un vide. Le poids de la solitude m'a écrasé. Les murs de mon appartement ont commencé à se refermer sur moi. J'ai donc décidé qu'il était temps de partir, de m'éloigner de tout cela pendant un moment. J'avais besoin de paix, de silence, d'un endroit où personne ne me connaissait, où je pouvais disparaître sans être interrogé. C'est pourquoi j'ai choisi Banff, au Canada. On m'a toujours dit que les montagnes avaient quelque chose de curatif. J'ai trouvé un centre de villégiature isolé, le Banff Retreat Resort, entouré de paysages à couper le souffle. Des montagnes enneigées, des pins qui semblaient toucher le ciel et l'air frais qui promettait de dissiper les lourdes pensées que je portais. Le site web de l'hôtel montrait un endroit confortable, avec un charme rustique et moderne à la fois. Cela semblait parfait. La promesse de tranquillité et d'isolement était exactement ce que je recherchais, ne sachant pas que ce serait aussi ma malédiction. Le voyage y était calme mais solitaire. Mes pensées que je voulais repousser n'ont fait que s'intensifier pendant le voyage. Quand je suis enfin arrivé à la station, j'ai ressenti un soulagement immédiat. L'endroit était immense, plus grand que les photos ne le suggéraient, mais quelque chose a tout de suite attiré mon attention. Il n'y avait personne. Le hall était vide à l'exception de la réceptionniste, une femme à l'air fatiguée qui m'a accueilli avec un sourire sans âme. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Elle était épuisée par le voyage et voulait juste aller dans sa chambre. Elle m'a remis la clé de la chambre 303 et je me suis dirigé vers l'ascenseur, n'entendant que l'écho de mes pas résonnant dans le hall vide. L'absence d'autres invités a commencé à me déranger, mais une partie de moi se sentait reconnaissante. Je voulais être seul, après tout, mais cette immobilité était oppressante d'une manière que je ne pourrais pas décrire. Quand je suis arrivé à mon étage, le couloir semblait interminable, éclairé seulement par de faibles lumières qui clignotaient de temps en temps. Il y avait quelque chose de déconcertant à cet endroit. En entrant dans la pièce,
J'ai essayé de mettre de côté le sentiment d'étrangeté. C'était un espace simple mais agréable, avec un grand lit et d'immenses fenêtres qui donnaient sur les montagnes. Tout ce dont j'avais besoin pour me déconnecter du monde. J'ai passé les premiers jours à essayer de m'adapter. J'ai parcouru les sentiers de la station, admiré le paysage, et j'ai passé du temps au spa où je n'ai vu personne non plus. C'était comme si l'endroit m'était fermé. Une partie de moi aimait l'idée, mais une autre était de plus en plus dérangée. La troisième nuit, tout a changé. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, dans un silence complet. C'était l'une de ces nuits où le silence semble avaler n'importe quel son. Mais alors un bruit étrange résonna dans le couloir. Un son rythmé, quelque chose que je ne peux décrire que comme traînant. Comme si les meubles se déplaçaient lentement au bout du couloir. Au début, j'ai pensé que cela pouvait être un employé qui réarrangeait quelque chose. Mais le son était inquiétant. Je me levai et ouvris la porte, regardant dans le couloir faiblement éclairé. Le bruit s'est arrêté dès que j'ai ouvert la porte, et il n'y avait personne. J'ai fermé la porte, confuse, essayant de me convaincre que je réagissais de manière excessive, que c'était juste la fatigue du voyage, le poids du divorce qui pesait sur mon esprit. Je suis retourné me coucher, mais le sommeil n'est pas venu. J'étais alerte, attendant que le son revienne. Et il est revenu, plus fort cette fois. Rapproche. Je suis retourné à la porte, et une fois de plus, dès que je l'ai ouverte, le bruit a cessé. Le couloir, vide comme auparavant, semblait s'être étiré, comme si l'obscurité en arrière-plan était plus dense qu'auparavant. Mon cœur battait la chamade et j'ai claqué la porte, la verrouillant. Le lendemain matin, je suis descendu dans le hall pour m'enquérir du bruit. La réceptionniste m'a regardé avec une expression vague, comme si elle n'écoutait pas vraiment ce que je disais. « Nous sommes en basse saison, madame. » Peut-être que c'était le vent ou quelque chose comme ça. Sa réponse automatique m'a agacé, mais j'ai laissé tomber. Je savais ce que j'avais entendu. J'ai passé le reste de la journée à me sentir mal à l'aise, comme si quelque chose n'était pas à sa place, mais je ne pouvais pas montrer ce que c'était. Le sentiment d'être observé a commencé à me hanter. Cette nuit-là, les sons sont revenus, plus intenses. Cette fois, il s'agissait de battements rythmés, suivis du même traînage. Je savais que je ne pouvais pas l'ignorer. J'ai attrapé une robe et j'ai décidé d'enquêter. Je quittais la pièce d'un pas prudent, suivant le bruit dans le couloir. Alors que j'approchais de la fin du couloir, j'ai senti une étrange pression dans ma poitrine, comme si l'air était plus lourd. Le couloir m'a semblé plus long, comme si je n'arriverais jamais à la fin. Quand je suis enfin arrivé, il y avait une porte entr'ouverte. J'ai senti un frisson me parcourir le dos, mais j'ai poussé la porte lentement. À l'intérieur de la pièce, tout était vide à l'exception d'un grand miroir en pied appuyé contre le mur opposé. Le reflet m'a fait sursauter un instant, mais il n'y avait que moi, avec un visage pâle et des yeux écarquillés. Puis, quelque chose a changé. Le reflet dans le miroir avait tort. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre. La femme dans le miroir, c'était moi, mais en même temps, elle ne l'était pas. Elle m'a regardé, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur froide qui n'était pas la mienne. Elle sourit. Pas moi. J'ai immédiatement reculé, tremblant, et j'ai couru dans le couloir. Les bruits derrière moi se sont intensifiés et j'étais sûr que quelqu'un me suivait. J'ai senti la présence, mais quand j'ai regardé en arrière, il n'y avait rien. Le couloir semblait se tortiller autour de moi, déformé comme un cauchemar. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine et la panique m'a saisi. Quand j'arrivais dans ma chambre, j'ai claqué la porte et j'ai poussé une chaise contre la poignée, en respirant fort. Qu'est-ce qui se passait là-bas? J'ai passé le reste de la nuit éveillé, les yeux fixés sur la porte, attendant qu'elle s'ouvre. Le sentiment d'être observé était écrasant. Quand le jour s'est enfin levé, je suis redescendu à la réception, exigeant des réponses. La réceptionniste m'a regardé comme si j'étais fou, comme si elle ne savait pas de quoi je parlais. Je lui ai posé des questions sur les caméras, sur qui d'autre était dans l'hôtel, mais elle a juste secoué la tête. Vous devez être fatigué. Le complexe est vide à cette période de l'année. Vide. J'étais la seule personne là-bas. La panique grandissait en moi. Cet après-midi-là, j'ai décidé d'explorer l'hôtel par moi-même, convaincu qu'il se passait autre chose.
Dans l'une des portes verrouillées au bout du couloir, j'ai trouvé une petite entrée qui menait à une pièce cachée. Là, un vieux moniteur était allumé, montrant plusieurs caméras de sécurité. J'ai vu le couloir où se trouvait ma chambre, j'ai vu le hall, j'ai vu le miroir que j'avais regardé la veille. J'étais surveillé tout le temps. Alors que j'essayais de le comprendre, j'ai entendu des pas s'approcher. J'ai fermé la porte rapidement et me suis caché derrière un rideau. Les pas se rapprochèrent et le bruit d'une respiration lourde emplit l'espace. Je n'ai pas osé regarder. Ce n'est que lorsque tout est redevenu silencieux que je suis sorti de ma cachette et que j'ai couru dans ma chambre. Je ne pouvais plus y rester. J'ai fait mes bagages à la hâte et je suis sorti en courant de la station. Peu importe ce qui se passait, j'avais besoin de sortir. Les montagnes, autrefois tranquilles, semblaient maintenant oppressantes. Alors que je m'éloignais, le regard de la silhouette dans le miroir, qui n'était plus le mien, me hantait toujours. Même maintenant, des mois plus tard, quand je regarde le reflet dans le miroir, je ressens l'ombre de quelque chose qui ne devrait pas être là, un murmure de doute qui me ronge. Était-ce que tout était réel? Ou était-ce mon esprit, fragmenté par le traumatisme, qui me jouait des tours? Je n'en serai jamais sûr, mais au fond de moi, je sais que quelque chose m'a suivi dans cette station. Et parfois, dans le silence de la nuit, j'ai l'impression d'être encore observé. Le bruit du train résonnait encore dans mes oreilles lorsque je suis descendu à la gare centrale de Berlin. La ville était enveloppée d'un brouillard froid, ce qui d'une certaine manière correspondait à mon état d'esprit. J'étais épuisé. Après une longue et fastidieuse semaine de vente de voitures dans des salons de l'auto, j'avais besoin d'une pause. La foire principale commençait le lendemain, et l'hôtel Bon Marché que j'avais réservé, à quelques pâtés de maison, semblait être l'option la plus pratique. J'avais déjà séjourné dans des hôtels de luxe, mais j'avais envie de quelque chose de simple cette fois-ci, un endroit pour me reposer avant l'événement. Il était fatigué des formalités. L'endroit était un vieux bâtiment, datant clairement du milieu du siècle dernier. En entrant, l'odeur de moisi mélangée au parfum bon marché de la réception m'a frappé, mais je l'ai ignoré. J'ai traversé le hall lorsqu'un homme mince et fatigué, assis derrière le comptoir, m'a regardé d'un air ennuyé. Il semblait être le gérant, ou du moins celui qui s'occupait des lieux. J'ai pris la clé de ma chambre sans trop vouloir parler. Tout ce que je voulais, c'était prendre une douche, me détendre et peut-être sortir boire un verre plus tard. La pièce elle-même n'était pas un gros problème, mais elle remplissait l'objectif. Le lit était dur et l'oreiller mince, mais rien que je ne pouvais pas supporter pendant une nuit ou deux. Après une douche chaude, je me suis habillé et je suis allé me promener. Berlin la nuit a toujours eu une énergie qui lui est propre, une sorte d'ambiance lugubre sous les lumières vives. Après quelques bières dans un bar voisin, déjà un peu plus détendu, je suis rentré à l'hôtel, espérant une nuit de sommeil paisible. Cependant, quelque chose dans le couloir de l'hôtel a attiré mon attention. En marchant vers ma chambre, j'ai remarqué une porte au bout du couloir qui semblait déplacée. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette porte. Il s'agissait d'une serrure, plus précisément. Les serrures des autres chambres étaient toutes ordinaires, modernes, rien d'anormal. Mais cela semblait venir d'une autre époque. C'était en laiton, avec des détails sculptés tout autour. La forme ovale m'a donné une sensation d'inconfort immédiat. La curiosité m'a frappé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai essayé de l'ignorer, mais mon regard revenait sans cesse vers cette porte. La première fois que j'ai pensé à demander au gérant à propos de la chambre, c'était pendant le petit déjeuner le lendemain. Je descendais les escaliers quand je l'ai vu à la réception, assis dans la même position, avec le même regard fatigué. Qu'y a-t-il dans cette pièce au bout du couloir? J'ai demandé, en essayant d'avoir l'air décontracté. Le gérant m'a regardé pendant quelques secondes avant de répondre. Ses yeux étaient enfoncés, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Oh, ce n'est qu'un vieil entrepôt. Rien d'important. » Il n'a rien dit d'autre. Il a juste regardé à nouveau le comptoir, voulant clairement mettre fin à la conversation. Cela aurait dû me suffire. J'aurais dû mettre l'affaire de côté et me concentrer sur la foire qui allait bientôt commencer. Mais la vérité,
c'est que ce soir-là, après quelques bières de plus, la pièce fermée à clé a continué à marteler mon esprit. Le silence de l'hôtel semblait plus dense autour de cette porte, comme si le couloir y absorbait le son. J'ai décidé qu'il n'y avait pas de mal à y regarder de plus près. L'hôtel était calme, il n'y avait personne dans les couloirs, et tout l'environnement semblait enveloppé d'une sorte de mélancolie ancienne. Je me dirigeais vers la porte, le plancher de bois grinçant sous mes pieds, ajoutant à la tension que je ressentais. Quand je suis arrivé à l'écluse, j'ai hésité. Pourquoi faisais-je ça? Il n'y avait aucun sens. Mais la curiosité m'a submergé. Me penchant lentement, j'ai regardé par le trou de la serrure. Au début, je ne comprenais pas ce que je voyais. C'était une figure, immobile, couverte de la tête aux pieds par des draps blancs. La silhouette se tenait au milieu de la pièce, mais elle ne bougeait pas. Quelque chose me dérangeait profondément. Une sorte de frisson parcourait tout mon corps. J'ai pris du recul, le cœur battant. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être que c'était juste une pile de vêtements ou de draps. Peut-être que l'hôtel a utilisé la chambre comme une sorte de rangement après tout. Pourtant, ce moment m'a perturbé d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Je retournai dans ma chambre, mais l'image de cette silhouette immobile ne quitta pas ma tête. Le lendemain matin, mon agitation n'a fait qu'augmenter. J'ai essayé de me concentrer sur le salon de l'auto, mais mes pensées revenaient sans cesse à cette porte, à cette silhouette couverte de draps. Quelque chose n'avait pas de sens. J'avais besoin de regarder à nouveau. Je devais m'assurer que mon esprit ne me jouait pas des tours. J'ai attendu jusqu'au soir où l'hôtel était à nouveau calme. J'ai marché jusqu'au bout du couloir, le cœur battant dans ma poitrine. En m'approchant de la porte, j'ai ressenti un frisson. Je regardais de nouveau par le trou de la serrure, m'attendant à voir la même silhouette, immobile. Mais cette fois, je n'ai vu qu'un flou rouge. Il n'a pas été possible d'identifier ce que c'était, juste une tache rouge intense et pulsante, comme si c'était quelque chose de vivant. Je battis en retraite, effrayé. Était-ce du sang? Non, ce n'est pas possible. Peut-être que c'était un morceau de tissu rouge, quelque chose de simple. Mais je savais, au fond de moi, que quelque chose n'allait pas. Je me suis précipité en bas et je suis retourné à la réception. Le même manager était là, avec le même regard vide. « Qu'y a-t-il dans cette pièce ?» demandai-je, d'une voix plus haute que je ne l'avais prévu. J'ai vu quelque chose à l'intérieur. Le directeur leva lentement les yeux, sans montrer de surprise ni d'émotion. Je n'aurais pas dû regarder. C'est tout ce qu'il a dit avant de se lever et de disparaître dans les couloirs de l'hôtel. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je n'aurais pas dû regarder. Qu'est-ce que cela signifiait? J'ai essayé de le convaincre de m'expliquer davantage, mais il était déjà parti. J'ai passé le reste de la nuit sans pouvoir dormir, les images de ce que j'ai vu ou cru voir tourbillonnant dans ma tête. Le lendemain, j'ai enfin découvert ce qui s'était passé. J'ai entendu 2 servantes parler dans les couloirs, chuchotant à propos de l'hôtel et de ses secrets. Ils parlaient d'un crime qui s'était produit il y a des années dans la pièce que j'avais espionnée. Une femme y avait été brutalement assassinée. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard, recouvert de draps blancs, les yeux avaient été crevés. Je ne comprenais pas si c'était une vieille histoire ou quelque chose de récent, mais ce que j'ai entendu a suffi à me retourner l'estomac. Le rouge que j'ai vu, ce n'était pas un tissu, ce n'était pas une pile de vêtements, c'était ce qui restait de l'œil de la femme assassinée. Et le plus troublant de tous était le sentiment croissant qu'elle me regardait. Son regard mort à travers la serrure me suivait maintenant, brûlant dans mon esprit. J'ai fui cet hôtel l'après-midi même, sans même regarder en arrière. Mais la vérité, c'est que je ne pourrai jamais laisser cette image derrière moi. Elle me poursuit. Chaque fois que je reste quelque part, je ressens le besoin désespéré de couvrir les écluses, de bloquer toute vue possible de l'autre côté. Parce qu'au fond de moi, je le sais. Je sais que quelque chose ou quelqu'un regarde en arrière. Hans Weber, le vendeur de voitures, n'a jamais pu dormir paisiblement depuis ce jour. La culpabilité et la peur se mélangent dans mon esprit. Peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Peut-être, d'une manière ou d'une autre, étais-je impliqué, ne serait-ce qu'en regardant. Mais le fait est qu'il n'y a pas de retour en arrière.
Et maintenant, chaque nuit, j'ai l'impression d'être observé par ce regard vide, par cette présence qui ne me laissera pas tranquille. J'étais épuisé. Après des heures sur la route, la fatigue semblait m'envelopper comme une lourde couverture. Mes paupières s'alourdissaient à chaque kilomètre parcouru, et le café que j'avais bu des heures auparavant n'avait plus d'effet. La carte sur le tableau de bord de la voiture indiquait qu'il restait encore de nombreuses heures jusqu'à New York, mais je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça. Le besoin de s'arrêter et de se reposer devenait de plus en plus pressant. Puis, j'ai repéré une enseigne au néon qui clignotait au loin. Pinewood Motel, chambre disponible. C'était exactement le genre d'endroit que j'essayais d'éviter, mais l'épuisement l'emportait sur tout inconfort que je pouvais ressentir. Le parking était presque vide, avec seulement 3 voitures usées garées sous la faible lumière des lampes. Le vent faisait osciller les branches des arbres, créant un son troublant qui semblait résonner dans l'air nocturne. En sortant de la voiture, j'ai sorti mon sac à dos et je me suis dirigé vers la réception. La sonnette de la porte a sonné au moment où elle s'est ouverte, mais personne n'est apparu immédiatement. J'ai attendu quelques secondes, regardant le comptoir couvert de poussière et les taches sur le tapis. L'idée de partir m'a traversé l'esprit, mais la fatigue était tellement enracinée que je me suis forcé à l'ignorer. « Puis-je vous aider ?» Une voix épaisse et confuse m'a tiré de mes pensées. Un homme petit et costaud, à la barbe fine et aux yeux irrités, émergea de derrière un rideau délavé. Le nom brodé sur son uniforme était Earl. Il m'a jeté un regard qui semblait évaluer si je méritais vraiment son attention. « Une chambre. Juste pour une nuit, dis-je, essayant de garder ma voix calme, bien qu'une nervosité croissante commençait à m'envahir. Earl me tendit la clé sans enthousiasme. Le chiffre 7 a été gravé sur une petite plaque métallique. Quand je l'ai ramassé, j'ai ressenti un frisson indescriptible. Je regardai par-dessus mon épaule et vis qu'Earl avait de nouveau disparu derrière le rideau. Ce sentiment d'inconfort ne m'a pas quitté, mais je ne pouvais pas me permettre d'être exigeant. La chambre était encore pire que ce à quoi je m'attendais. Les rideaux étaient tachés d'une teinte sombre, le couvre-lit dégageait une odeur de moisi et le tapis semblait avoir un passé sombre. Mais j'étais tellement fatigué que je me suis jeté sur le lit, laissant le sommeil me consumer. Presque endormi cependant, un bruit étrange me réveilla. C'était un cri. Basse, étouffée, mais indubitable. Je me suis assis sur le lit, le cœur battant la chamade. Imaginait-il des choses? Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Dehors, tout était sombre et immobile, à l'exception de la brise qui agitait la verdure autour du parking. Il n'y avait aucun signe de vie. J'étais sur le point de retourner au lit quand j'ai entendu le bruit d'une porte qui claquait. Cette fois, c'était plus proche, comme s'il venait d'une des pièces voisines. Un frisson me parcourut l'échine. J'ai de nouveau regardé par la fenêtre et j'ai vu une ombre se déplacer rapidement entre les voitures, disparaissant dans l'obscurité. Le sentiment de panique grandissait, mais j'essayais de me convaincre que c'était juste mon esprit qui jouait des farces à cause de la solitude de la route. J'ai décidé que je devais vérifier. J'ai pris mon téléphone portable, mais il n'y avait pas de signal. J'ai eu des papillons dans l'estomac et j'ai pris la décision de descendre à la réception. Lorsque je quittais la pièce, le couloir était plongé dans un profond silence, si intense que chaque pas semblait résonner sur les murs. Quand je suis arrivé à la réception, je l'ai trouvée vide. La porte de derrière était entr'ouverte et une faible lumière s'échappait de l'intérieur. Quelque chose dans l'air semblait mauvais, lourd, comme si l'endroit lui-même était imprégné d'un mal invisible. S'approchant lentement, le cœur battant dans ma poitrine, j'ai repéré un ensemble d'écrans poussiéreux empilés derrière le comptoir. Les images étaient déroutantes et granuleuses, mais au fur et à mesure que mes yeux s'adaptaient, j'ai commencé à comprendre. Il y avait plusieurs caméras montrant différentes parties du motel, le parking, les couloirs et les chambres. Sur l'un des écrans, j'ai reconnu la pièce dans laquelle je me trouvais. Une vague de panique m'a frappé. Ils me regardaient. Sur les autres toiles, j'ai vu des personnages bouger. Jean. L'un d'eux était attaché à une chaise en bois dans un sous-sol faiblement éclairé.
La réalité a commencé à se dérouler devant moi. Ces images étaient celles d'autres invités, tout comme moi, pris dans un jeu sadique. La panique s'emparait de moi, mais avant que je puisse réagir, une main forte m'a attrapé par l'épaule. J'ai essayé de crier, mais quelqu'un a pressé un chiffon contre ma bouche. Je me battis de toutes mes forces, mais la forte odeur du tissu émoussa mes sens et l'obscurité me saisit. Quand je me suis réveillé, j'avais la tête qui battait et je me suis rendu compte que j'avais les poignets liés. L'environnement autour de moi était sombre, éclairé seulement par une faible lumière projetée par un appareil photo monté sur un trépied. Devant moi, l'homme à la réception me regardait avec un sourire cruel sur les lèvres. « Bienvenue dans l'émission », a-t-il dit en allumant la caméra. J'ai senti une vague de désespoir parcourir mon corps, mais quelque chose en moi refusait d'accepter que ce serait la fin de moi. Lorsque l'homme s'est approché, j'ai réussi à rassembler toute la force qui me restait et j'ai tiré ma chaise de toutes mes forces, sentant les cordes me couper la peau. D'un mouvement rapide, j'ai réussi à me libérer. Il était sur le point de m'atteindre quand je me suis lancé en avant, vers la lame qui gisait sur le sol. Le couteau a glissé entre mes doigts et, avec un coup de pouce de survie, je l'ai ramassé. Il est venu vers moi, mais je n'ai pas hésité. Avec un cri de désespoir, j'ai plongé la lame dans son abdomen. Le cri qu'il a poussé était aigu et plein de douleur. Le jeune homme, qui était quelque part derrière moi, s'est retourné et j'ai compris que je n'avais qu'une seconde pour agir. Earl s'est rapidement remis et a couru vers moi, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai couru vers la sortie, sentant mon cœur s'emballer et l'air se raréfier. La nuit à l'extérieur ressemblait à une scène cauchemardesque. La lune était couverte de nuages sombres et la route semblait s'étirer à l'infini dans l'obscurité. Je ne savais pas où aller, mais la seule chose qui comptait était de rester en vie. J'ai réussi à m'échapper, mais le sentiment d'être pourchassé ne m'a jamais quitté. J'avais besoin de m'échapper, et vite. Chaque nouvelle ville, chaque motel bon marché devenait un rappel constant qu'il pouvait toujours me chercher. J'ai changé de nom, d'adresse, de vie. Mais au fond de moi, je savais que je ne serais jamais complètement en sécurité. L'horreur de cette nuit-là me suivait comme une ombre. Les jours suivants ont été une lutte constante. Chaque coup à la porte, chaque regard suspect me rappelait les horreurs que j'avais vécues. J'ai été forcé de changer mes habitudes, de vivre à l'abri des radars, de changer d'identité dès que possible. Chaque mouvement que je faisais était entouré d'une peur qui me paralysait. Je ne pouvais faire confiance à personne. Même les visages les plus familiers sont devenus étranges et menaçants. Et au fil des jours, la paranoïa s'est infiltrée dans tous les aspects de ma vie. La nuit, alors que je me cachais dans des chambres de motel bon marché, je me surprenais souvent à penser à ces appareils photos, à ces visages effrayés et désespérés qui avaient été capturés devant moi. J'avais besoin d'en savoir plus sur cet endroit, sur ce qui était arrivé aux autres invités qui étaient là avant moi. Le motel de Pinewood était devenu une sorte d'obsession. Chaque rapport que j'ai trouvé sur Internet sur les disparitions de voyageurs m'a fait ressentir une oppression dans la poitrine, comme si une partie de moi avait été laissée pour compte. Lors de l'une de ces recherches, je suis tombé sur un article sur David Parker Ray, un tueur en série qui opérait dans des motels aux États-Unis et filmait ses victimes. Les descriptions des horreurs qu'il a infligées étaient un écho direct de ce que j'avais vécu. Le sentiment d'impuissance grandissait et une pensée terrifiante commençait à tourmenter mon esprit. Peut-être que le motel Pinewood était une extension de ces activités, un nouveau visage d'une horreur qui ne disparaîtrait jamais. Je ne pouvais pas laisser mon passé me consumer. Pourtant, l'idée que d'autres puissent vivre ce que j'ai vécu me tourmentait. L'idée qu'ils puissent être capturés, filmés et tués dans un cycle sans fin de douleur et de souffrance était insupportable. C'était comme si l'ombre de ce motel projetait ses ténèbres sur ma vie, faisant de chaque nouvelle ville un lieu de désespoir et de peur. Par une nuit particulièrement froide, j'ai décidé que je ne pouvais plus vivre comme ça. J'ai dû faire face à ma peur. Si je voulais un peu de tranquillité, je devais retourner au motel. L'idée de retourner dans ce lieu qui m'a causé tant de terreur était terrifiante, mais le besoin de comprendre,
et de trouver une forme de justice m'a poussé. J'avais besoin de savoir s'il y en avait d'autres comme moi, s'il y avait une chance de sauver ceux qui pourraient encore être piégés. Le cœur battant, je suis retourné au motel. L'enseigne lumineuse clignota à nouveau, mais cela ressemblait plus à un avertissement qu'à une promesse de repos. L'endroit semblait abandonné, mais dès que j'y suis entré, j'ai reconnu les murs et l'odeur du lieu. Chaque coin résonnait de souvenirs terrifiants. Mon estomac s'est retourné quand j'ai réalisé que, malgré tout, le motel avait encore sa force. La réception était vide, mais il y avait une porte arrière entr'ouverte. Le cœur dans la gorge, je me suis avancé et j'ai trouvé une petite pièce remplie de matériel d'enregistrement et de moniteurs. Les écrans montraient des images d'autres pièces, mais il y avait quelque chose de plus. Une caméra était braquée sur un espace vide. Mon cœur s'est emballé. Il pourrait y avoir d'autres victimes, plus de gens qui avaient besoin d'aide. Un homme émergea du fond de la salle. C'était Earl. Il était plus pâle, mais l'expression de la folie demeurait toujours. Il tenait un couteau, et son expression était celle d'une pure satisfaction. « Vous êtes de retour », a-t-il dit avec un sourire sadique. « Nous avons toujours su que tu reviendrais. » J'ai senti la panique monter, mais je ne pouvais pas hésiter. J'ai couru vers la sortie, déterminé à échapper à ce cauchemar une fois de plus. Earl m'a suivi, mais je n'ai pas regardé en arrière. L'adrénaline me faisait monter, et je savais que je devais trouver un moyen de m'en sortir, non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui étaient peut-être encore coincés. Les portes du motel se sont refermées derrière moi, mais la liberté était devant moi. Le cœur battant, j'ai couru vers la route, déterminé à ne pas laisser l'ombre de cet endroit me consumer à nouveau. Finalement, alors que je courais vers l'inconnu, j'ai réalisé que malgré la terreur que j'avais affrontée, il y avait une lumière au bout du tunnel. La lutte pour la justice et la recherche de ceux qui sont peut-être encore piégés dans le motel m'ont guidé. Je n'allais pas m'arrêter avant que chacun d'eux n'ait une chance de s'échapper. Le voyage était loin d'être terminé, mais maintenant j'avais un but. Jacques et moi étions épuisés. Notre lune de miel aurait dû être le moment de redémarrer, d'essayer d'oublier les derniers mois de disputes et de distanciation. Lorsque nous avons décidé de nous marier, nous savions que le chemin serait compliqué, mais rien ne nous avait préparés au tourbillon d'émotions qui s'en est suivi. Tous les deux trop occupés par le travail, avec les exigences quotidiennes, nous avions à peine le temps de nous parler. Nous avons décidé que ce voyage était l'occasion de nous reconnecter, de retrouver enfin la paix qui semblait si loin. La destination, une station balnéaire isolée sur la côte australienne, où nous pouvions nous évader, juste nous deux et le bruit de l'océan. Dès notre arrivée, l'endroit semblait parfait. La station était petite, avec seulement quelques chalets répartis sur une immense plage de sable blanc. Les eaux cristallines scintillaient sous le soleil, et une brise chaude soufflait constamment, apportant une odeur salée qui me rappelait la liberté. C'était comme si le monde avait été laissé pour compte. Le propriétaire de la station, un homme âgé avec une peau qui semblait avoir été sculptée par les éléments, nous a accueillis avec un sourire poli, mais quelque chose dans ses yeux m'a mis mal à l'aise. Il y avait là une ombre, un poids que je n'arrivais pas à identifier à ce moment-là. Il était cordial mais distant, comme soulagé de nous laisser seuls dans la chaumière. En nous faisant visiter, il a fait une mention fortuite des traditions locales. Il a dit que la nuit, personne n'allait à la plage. L'eau n'est pas salubre après le coucher du soleil, a-t-il déclaré. Ces mots résonnaient sans cesse dans ma tête. Jack riait, faisait des blagues sur les superstitions, comme il le faisait toujours, mais quelque chose dans cet avertissement me dérangeait. J'ai essayé de l'ignorer, en me disant que ce n'était qu'une de ces légendes que les hôteliers inventent pour ajouter un peu de mysticisme à l'endroit. Mais le frisson dans ma colonne vertébrale était réel. Le premier jour a été idyllique. Nous marchons le long de la plage, explorons les rochers et nageons dans les eaux calmes. Jack se sentait plus léger, plus proche de moi, et j'ai pensé que ce voyage était peut-être exactement ce dont nous avions besoin. Mais lorsque le soleil a commencé à se coucher, j'ai ressenti un changement. La plage, autrefois accueillante,
semblait étrangement déserte. Les vagues, qui avaient été lisses et calmes pendant la journée, ont commencé à sonner plus lourdes, comme si quelque chose se déplaçait sous la surface. La brise, autrefois réconfortante, est devenue froide. J'ai convaincu Jack de retourner au chalet avant que le soleil ne disparaisse complètement. Il m'a regardé comme si j'étais fou, mais il a accepté. Cette nuit-là, j'ai mal dormi. J'ai rêvé de la plage. J'étais seul, marchant sur le sable humide, et quelque chose me regardait. Je pouvais le sentir, mais je ne pouvais pas le voir. L'eau était calme, mais il y avait une présence, quelque chose qui se cachait dans l'ombre de la nuit. Soudain, j'ai senti quelque chose de froid toucher ma cheville. Je me suis réveillé en sursaut, en sueur et haletant. Jack dormait profondément à côté de moi, inconscient de l'agitation qui me consumait. Je suis resté allongé là, regardant le plafond, essayant de me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Peut-être que c'était juste de la fatigue, pensais-je. Le lendemain, Jack revint de la mer plus tôt que prévu. Sa peau était pâle et il avait l'air troublé. Je lui demandai ce qui s'était passé et il me dit qu'en nageant, il avait entendu des voix venant des profondeurs. Ce n'était pas le bruit des vagues, a-t-il dit, avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'étaient des voix, claires, comme des chuchotements. Mais ce n'étaient pas des mots, c'était quelque chose de différent. J'ai essayé de rire et de dire que c'était son imagination, mais il n'avait pas l'air convaincu. Et pour être honnête, je ne l'étais pas non plus. À ce moment-là, ce qui semblait être de la superstition avait commencé à devenir un poids constant dans l'air. La station, qui était autrefois un refuge, a commencé à se sentir claustrophobe. La mer, qui m'avait jadis enchanté, était devenue une présence menaçante. Il y avait un étrange sentiment que nous n'étions pas seuls. Cette nuit-là, les voix sont devenues plus intenses. Jack les entendit, même à l'intérieur de la chaumière, comme s'il l'appelait de la mer. Je n'ai rien entendu, mais la peur dans ses yeux a suffi à me mettre en alerte. Nous avons essayé de parler à nouveau au propriétaire de la station, à la recherche d'une explication. Il nous a accueillis d'un air fatigué, comme s'il savait déjà exactement ce que nous vivions. Il n'a pas semblé surpris. À contre-cœur, il a mentionné des légendes aborigènes. Il a parlé des anciens esprits de l'océan, des entités qui habitaient ces eaux bien avant que les hommes n'y mettent le pied. Il a déclaré que la station avait été construite dans une zone considérée comme sacrée, où d'anciens rituels maintenaient les esprits piégés dans l'océan, loin du monde des vivants. Mais au fil des ans, ces rituels ont été oubliés. Ces histoires, qui dans un autre contexte sembleraient absurdes, ont soudain pris un sens. Il y avait quelque chose qui n'allait pas à cet endroit. La mer était vivante, d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Les ombres que nous voyions au loin, près des rochers, semblaient maintenant se rapprocher de plus en plus. Cette nuit-là, je me suis réveillé avec Jack en train de crier. Il était assis sur le lit, les yeux écarquillés de terreur. Il a dit que quelque chose le tirait, des mains glacées essayant de le traîner hors du chalet. J'ai couru vers lui et je l'ai serré dans mes bras, mais même moi, je pouvais sentir l'air froid autour de nous. Il n'y avait plus de doute, quelque chose nous poursuivait. Nous avons fait nos valises à la hâte. Nous devions sortir de cet endroit. Mais lorsque nous avons ouvert la porte du chalet, nous avons été accueillis par un spectacle terrifiant. Les vagues s'écrasèrent violemment sur la plage, un bruit presque assourdissant. Et au milieu du sable, il y avait des ombres. Des silhouettes indistinctes et sombres, comme si elles avaient émergé de l'océan, s'avançaient vers nous. Ils n'étaient pas humains. Leurs formes flottaient comme si elles étaient faites d'eau et de ténèbres. Ils n'avaient pas d'yeux, mais je sentais leur regard fixé sur nous. Le chemin menant à la voiture semblait impossible à traverser. Des ombres étaient partout, bloquant notre sortie. Le sentiment d'être observé, d'être au bord de quelque chose d'innommable, était suffocant. Jack m'attrapa la main et nous courûmes. Nous courons comme si nos vies en dépendaient, et je savais qu'il le faisait. Les ombres nous suivaient, le bruit des vagues devenait de plus en plus fort, presque comme si la mer elle-même essayait de nous tirer en arrière. Je sentais l'eau toucher mes chevilles, même si j'étais loin de la plage. Finalement, nous avons rattrapé la voiture,
et Jack a dévalé la route sinueuse sans regarder en arrière. Le bruit des vagues s'éloigna lentement, mais le sentiment de poursuite demeurait. Lorsque le soleil a commencé à se lever, nous nous sommes enfin permis de respirer. Nous nous étions échappés, mais nous n'étions pas libres. De retour sur le continent, nous avons essayé de faire comme si tout cela avait été un cauchemar. Mais les marques sont restées. Jack et moi n'avons pas parlé de ce qui s'était passé, mais nous avons tous les deux porté le poids de cet endroit. Il est devenu plus distant, et je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que nous étions toujours observés. Nous évitons l'océan à tout prix. Tout endroit surplombant la mer me rendait anxieux, comme si ces ombres nous attendaient toujours, prêtes à nous ramener dans les profondeurs. Parfois la nuit, je me réveille avec des sueurs froides, avec l'impression que quelque chose me regarde de l'extérieur. Et les rares fois où je m'endors profondément, les rêves reviennent. Je suis toujours sur la plage, seul, avec le bruit des vagues qui grandissent au loin. Mais le pire, c'est le silence qui vient après, le silence qui précède les ombres. Ils me suivent, et d'une certaine manière, je sais que nous ne serons jamais vraiment libres. Je suis arrivé à Lyon à la tombée de la nuit. La pluie a inondé les rues de la monotonie que seules les grandes villes semblent abriter, ce mélange de silence et de chaos. L'hôtel se trouvait dans un coin étroit et faiblement éclairé. Il s'appelait Hôtel de l'Éclipse. La façade n'avait rien de spécial, un bâtiment de vieilles briques usées, une enseigne faiblement éclairée et un bureau de réception qui semblait abandonné. Dès que je suis entré, une sensation étrange m'a envahi. La réceptionniste, une femme pâle aux yeux vitreux, m'a accueilli sans aucune émotion. Quelque chose en elle semblait faux, mais j'étais trop fatigué pour m'en soucier. Il n'avait besoin que d'une douche chaude et d'un lit pour se préparer à la réunion du lendemain. Le disque a été fait en silence. Elle m'a glissé la clé de la chambre 303, comme si elle se débarrassait d'un poids. Tandis qu'il montait dans le vieil ascenseur qui grinçait et gémissait sous l'effort, quelque chose sembla changer dans l'atmosphère. J'avais l'impression d'être observé. L'ascenseur s'est arrêté brutalement à mon étage, et quand je suis parti, j'ai été accueilli par un couloir étroit et faiblement éclairé. Les lampes clignotaient, projetant des ombres momentanées qui faisaient battre mon cœur. C'est la fatigue qui parle, pensais-je. Je suis entré dans la pièce et j'ai verrouillé la porte, ressentant un soulagement passager. La chambre était petite, presque claustrophobe, mais suffisante pour une nuit. L'odeur, cependant, était étrange. Une odeur subtile d'humidité mélangée à quelque chose d'autre, quelque chose de métallique. J'ai fait semblant de ne pas l'avoir remarqué. La fatigue m'envahit et je me jetai bientôt sur le lit. C'est à ce moment-là que les sons ont commencé. Conversation étouffée, rire discret. Je me suis retourné, essayant de trouver d'où il venait, mais la pièce était vide. Je me suis levé et j'ai regardé le couloir. Rien. Je suis retourné me coucher, croyant que peut-être les bruits provenaient d'une autre pièce. Cependant, ils se sont intensifiés. Maintenant, je pouvais distinguer des mots qui semblaient avoir un but sombre, presque rituel, quelque chose qui n'avait pas de sens. Je me relevais, cette fois plus perturbé. La voix semblait provenir à l'intérieur de la pièce. J'ai commencé à chercher la source, convaincu qu'il s'agissait d'une sorte de défaut acoustique ou d'un poste de radio mal régulé. Quand j'ai ouvert le tiroir de la commode, mon cœur s'est presque arrêté. Là, cachées parmi quelques papiers, se trouvaient plusieurs photos Polaroid, vieilles et jaunies. Les images montraient des gens, des hommes et des femmes, dans des situations visiblement troublantes. Leurs visages étaient tordus par la douleur, leur corps marqué par des coupures et des contusions. L'une des photos était datée du mois dernier. J'ai laissé tomber les photos avec les mains tremblantes, tout mon corps palpitant d'adrénaline. Je me suis tourné vers la porte, prêt à partir, mais elle ne s'est pas ouverte. J'ai verrouillé et déverrouillé plusieurs fois, mais la poignée était coincée, comme si quelque chose ou quelqu'un se trouvait de l'autre côté, bloquant ma sortie.
J'ai couru à la fenêtre, fermée, et puis je l'ai vue, une caméra de sécurité, camouflée dans le coin supérieur de la pièce, pointée directement sur moi. Le petit point rouge de l'enregistrement clignotait, silencieux, froid. Quelqu'un regardait. Chaque mouvement que je faisais, chaque respiration était capturée par cet objectif impitoyable. La panique s'empara de lui. Je suis retourné à la porte, j'ai tiré fort sur la poignée, je l'ai frappé, j'ai crié, mais personne n'a répondu. Mon téléphone portable n'avait pas de son. L'hôtel m'isolait, me retenait. Mes mains transpirent, glissent sur le bois de la porte, tandis que mon esprit tourne en rond, cherchant une issue. C'est alors que j'ai entendu des bruits de pas, lents, lourds, en approchant par le couloir. Leur écho m'a terrifié plus que tout ce que j'avais connu auparavant. Je me suis tourné vers la commode et j'ai cherché désespérément quelque chose que je pourrais utiliser comme arme. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'est plus de photos. Des photos qui incluaient maintenant des images de la pièce dans laquelle je me trouvais, prises sous différents angles, sur plusieurs jours. Des photos de moi. Les bruits de pas s'arrêtèrent de l'autre côté de la porte. Un silence de mort s'installa. Je pouvais presque entendre mon propre halètement, les battements inégaux de mon cœur. Le bruit des clés qui tournaient dans la serrure brisa le silence comme le tonnerre. Quelqu'un à l'extérieur était sur le point d'entrer. Dans un élan de désespoir, j'ai couru vers le placard et me suis caché à l'intérieur, fermant la porte lentement, essayant de ne pas faire de bruit. De la fissure du placard, j'ai vu la porte de la chambre s'ouvrir lentement. Un groupe d'hommes entra. 4, peut-être 5. Ils portaient tous des costumes noirs impeccables. Leurs expressions étaient d'une froideur effrayante. L'un d'eux tenait une grande clé en métal qu'il gardait dans la poche de sa veste. « Monsieur Durand », dit l'homme de devant, d'une voix calme et calculée. « Nous sommes de la sécurité de l'hôtel. Il semble qu'il y ait eu un malentendu. » Je pouvais à peine respirer, essayant de rester immobile, recroquevillé parmi les vêtements suspendus dans le placard. Mes yeux scrutaient la pièce, essayant de trouver quelque chose, n'importe quoi qui pourrait me sauver. L'homme continuait à parler, marchant lentement dans la pièce, comme un prédateur chassant sa proie. « Sortez. Nous ne voulons pas que cela devienne plus difficile qu'il ne l'est déjà. » J'avais les mains moites, mon corps tremblait. Ils savaient que j'étais là. Ils l'ont toujours su. Soudain, les lumières de la pièce se mirent à clignoter violemment. Un bourdonnement aigu emplissait l'air, comme si quelque chose interférait avec le système électrique. J'ai profité du moment de distraction. J'ai poussé la porte du placard de toutes mes forces et j'ai couru vers la sortie, surprenant les hommes. Ils ont crié quelque chose, mais j'étais déjà dans la cage d'escalier d'urgence. J'ai couru en bas, trébuchant sur les marches, le bruit de mes propres pas résonnant sur le cadre métallique. Je m'en fichais qu'ils me suivent, je devais juste sortir de là. J'ai traversé la réception déserte et j'ai défoncé la porte d'entrée, sentant enfin l'air froid de la nuit sur mon visage. Je me suis enfui de l'hôtel, sans me retourner. Le lendemain, je suis rentré avec la police, mais l'hôtel de l'Éclipse avait disparu. Pas seulement l'hôtel, mais tout le bâtiment. Ce coin de la ville était vide, comme si l'hôtel n'avait jamais existé. Les autorités ont dit que je devais être confus, peut-être fatigué du voyage. Personne n'a cru mon histoire. Depuis, je n'arrive pas à dormir. J'ai constamment l'impression d'être observé, qu'il y a des caméras cachées dans chaque chambre d'hôtel où je séjourne. Des photos, des appareils photos, des voix, ils sont toujours avec moi. Ils le seront toujours. J'avais besoin de passer du temps seul. Le divorce m'a laissé épuisé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Au début, j'avais l'impression de me libérer de quelque chose qui m'étouffait. Mais dès que j'ai signé les papiers, j'ai été frappé par un vide. Le poids de la solitude m'a écrasé. Les murs de mon appartement ont commencé à se refermer sur moi. J'ai donc décidé qu'il était temps de partir, de m'éloigner de tout cela pendant un moment. J'avais besoin de paix, de silence, d'un endroit où personne ne me connaissait, où je pouvais disparaître sans être interrogé. C'est pourquoi j'ai choisi Banff, au Canada. On m'a toujours dit que les montagnes avaient quelque chose de curatif. J'ai trouvé un centre de villégiature isolé, le Banff Retreat Resort, entouré de paysages à couper le souffle.
Des montagnes enneigées, des pins qui semblaient toucher le ciel, et l'air frais qui promettait de dissiper les lourdes pensées que je portais. Le site web de l'hôtel montrait un endroit confortable, avec un charme rustique et moderne à la fois. Cela semblait parfait. La promesse de tranquillité et d'isolement était exactement ce que je recherchais, ne sachant pas que ce serait aussi ma malédiction. Le voyage y était calme mais solitaire. Mes pensées que je voulais repousser n'ont fait que s'intensifier pendant le voyage. Quand je suis enfin arrivé à la station, j'ai ressenti un soulagement immédiat. L'endroit était immense, plus grand que les photos ne le suggéraient, mais quelque chose a tout de suite attiré mon attention. Il n'y avait personne. Le hall était vide à l'exception de la réceptionniste, une femme à l'air fatiguée qui m'a accueilli avec un sourire sans âme. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Elle était épuisée par le voyage et voulait juste aller dans sa chambre. Elle m'a remis la clé de la chambre 303 et je me suis dirigé vers l'ascenseur, n'entendant que l'écho de mes pas résonnant dans le hall vide. L'absence d'autres invités a commencé à me déranger, mais une partie de moi se sentait reconnaissante. Je voulais être seul, après tout, mais cette immobilité était oppressante d'une manière que je ne pourrais pas décrire. Quand je suis arrivé à mon étage, le couloir semblait interminable, éclairé seulement par de faibles lumières qui clignotaient de temps en temps. Il y avait quelque chose de déconcertant à cet endroit. En entrant dans la pièce, j'ai essayé de mettre de côté le sentiment d'étrangeté. C'était un espace simple mais agréable, avec un grand lit et d'immenses fenêtres qui donnaient sur les montagnes. Tout ce dont j'avais besoin pour me déconnecter du monde. J'ai passé les premiers jours à essayer de m'adapter. J'ai parcouru les sentiers de la station, admiré le paysage, et j'ai passé du temps au spa où je n'ai vu personne non plus. C'était comme si l'endroit m'était fermé. Une partie de moi aimait l'idée, mais une autre était de plus en plus dérangée. La troisième nuit, tout a changé. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, dans un silence complet. C'était l'une de ces nuits où le silence semble avaler n'importe quel son. Mais alors un bruit étrange résonna dans le couloir. Un son rythmé, quelque chose que je ne peux décrire que comme traînant. Comme si les meubles se déplaçaient lentement au bout du couloir. Au début, j'ai pensé que cela pouvait être un employé qui réarrangeait quelque chose. Mais le son était inquiétant. Je me levai et ouvris la porte, regardant dans le couloir faiblement éclairé. Le bruit s'est arrêté dès que j'ai ouvert la porte, et il n'y avait personne. J'ai fermé la porte, confuse, essayant de me convaincre que je réagissais de manière excessive, que c'était juste la fatigue du voyage, le poids du divorce qui pesait sur mon esprit. Je suis retourné me coucher, mais le sommeil n'est pas venu. J'étais alerte, attendant que le son revienne. Et il est revenu, plus fort cette fois. Rapproche. Je suis retourné à la porte, et une fois de plus, dès que je l'ai ouverte, le bruit a cessé. Le couloir, vide comme auparavant, semblait s'être étiré, comme si l'obscurité en arrière-plan était plus dense qu'auparavant. Mon cœur battait la chamade et j'ai claqué la porte, la verrouillant. Le lendemain matin, je suis descendu dans le hall pour m'enquérir du bruit. La réceptionniste m'a regardé avec une expression vague, comme si elle n'écoutait pas vraiment ce que je disais. « Nous sommes en basse saison, madame. » Peut-être que c'était le vent ou quelque chose comme ça. Sa réponse automatique m'a agacé, mais j'ai laissé tomber. Je savais ce que j'avais entendu. J'ai passé le reste de la journée à me sentir mal à l'aise, comme si quelque chose n'était pas à sa place, mais je ne pouvais pas montrer ce que c'était. Le sentiment d'être observé a commencé à me hanter. Cette nuit-là, les sons sont revenus, plus intenses. Cette fois, il s'agissait de battements rythmés, suivis du même traînage. Je savais que je ne pouvais pas l'ignorer. J'ai attrapé une robe et j'ai décidé d'enquêter. Je quittais la pièce d'un pas prudent, suivant le bruit dans le couloir. Alors que j'approchais de la fin du couloir, j'ai senti une étrange pression dans ma poitrine, comme si l'air était plus lourd. Le couloir m'a semblé plus long, comme si je n'arriverais jamais à la fin. Quand je suis enfin arrivé, il y avait une porte entr'ouverte. J'ai senti un frisson me parcourir le dos, mais j'ai poussé la porte lentement. À l'intérieur de la pièce, tout était vide à l'exception d'un grand miroir en pied appuyé contre le mur opposé. Le reflet m'a fait sursauter un instant, mais il n'y avait que moi,
avec un visage pâle et des yeux écarquillés. Puis, quelque chose a changé. Le reflet dans le miroir avait tort. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre. La femme dans le miroir, c'était moi, mais en même temps, elle ne l'était pas. Elle m'a regardé, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur froide qui n'était pas la mienne. Elle sourit. Pas moi. J'ai immédiatement reculé, tremblant, et j'ai couru dans le couloir. Les bruits derrière moi se sont intensifiés et j'étais sûr que quelqu'un me suivait. J'ai senti la présence, mais quand j'ai regardé en arrière, il n'y avait rien. Le couloir semblait se tortiller autour de moi, déformé comme un cauchemar. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine et la panique m'a saisi. Quand j'arrivais dans ma chambre, j'ai claqué la porte et j'ai poussé une chaise contre la poignée, en respirant fort. Qu'est-ce qui se passait là-bas? J'ai passé le reste de la nuit éveillé, les yeux fixés sur la porte, attendant qu'elle s'ouvre. Le sentiment d'être observé était écrasant. Quand le jour s'est enfin levé, je suis redescendu à la réception, exigeant des réponses. La réceptionniste m'a regardé comme si j'étais fou, comme si elle ne savait pas de quoi je parlais. Je lui ai posé des questions sur les caméras, sur qui d'autre était dans l'hôtel, mais elle a juste secoué la tête. Vous devez être fatigué. Le complexe est vide à cette période de l'année. Vide. J'étais la seule personne là-bas. La panique grandissait en moi. Cet après-midi-là, j'ai décidé d'explorer l'hôtel par moi-même, convaincu qu'il se passait autre chose. Dans l'une des portes verrouillées au bout du couloir, j'ai trouvé une petite entrée qui menait à une pièce cachée. Là, un vieux moniteur était allumé, montrant plusieurs caméras de sécurité. J'ai vu le couloir où se trouvait ma chambre, j'ai vu le hall, j'ai vu le miroir que j'avais regardé la veille. J'étais surveillé tout le temps. Alors que j'essayais de le comprendre, j'ai entendu des pas s'approcher. J'ai fermé la porte rapidement et me suis caché derrière un rideau. Les pas se rapprochèrent et le bruit d'une respiration lourde emplit l'espace. Je n'ai pas osé regarder. Ce n'est que lorsque tout est redevenu silencieux que je suis sorti de ma cachette et que j'ai couru dans ma chambre. Je ne pouvais plus y rester. J'ai fait mes bagages à la hâte et je suis sorti en courant de la station. Peu importe ce qui se passait, j'avais besoin de sortir. Les montagnes, autrefois tranquilles, semblaient maintenant oppressantes. Alors que je m'éloignais, le regard de la silhouette dans le miroir, qui n'était plus le mien, me hantait toujours. Même maintenant, des mois plus tard, quand je regarde le reflet dans le miroir, je ressens l'ombre de quelque chose qui ne devrait pas être là, un murmure de doute qui me ronge. Était-ce que tout était réel? Ou était-ce mon esprit, fragmenté par le traumatisme, qui me jouait des tours? Je n'en serai jamais sûr, mais au fond de moi, je sais que quelque chose m'a suivi dans cette station. Et parfois, dans le silence de la nuit, j'ai l'impression d'être encore observé. Le bruit du train résonnait encore dans mes oreilles lorsque je suis descendu à la gare centrale de Berlin. La ville était enveloppée d'un brouillard froid, ce qui d'une certaine manière correspondait à mon état d'esprit. J'étais épuisé. Après une longue et fastidieuse semaine de vente de voitures dans des salons de l'auto, j'avais besoin d'une pause. La foire principale commençait le lendemain, et l'hôtel Bon Marché que j'avais réservé, à quelques pâtés de maison, semblait être l'option la plus pratique. J'avais déjà séjourné dans des hôtels de luxe, mais j'avais envie de quelque chose de simple cette fois-ci, un endroit pour me reposer avant l'événement. Il était fatigué des formalités. L'endroit était un vieux bâtiment, datant clairement du milieu du siècle dernier. En entrant, l'odeur de moisi mélangée au parfum bon marché de la réception m'a frappé, mais je l'ai ignoré. J'ai traversé le hall lorsqu'un homme mince et fatigué, assis derrière le comptoir, m'a regardé d'un air ennuyé. Il semblait être le gérant, ou du moins celui qui s'occupait des lieux. J'ai pris la clé de ma chambre sans trop vouloir parler. Tout ce que je voulais, c'était prendre une douche, me détendre et peut-être sortir boire un verre plus tard. La pièce elle-même n'était pas un gros problème, mais elle remplissait l'objectif. Le lit était dur et l'oreiller mince, mais rien que je ne pouvais pas supporter pendant une nuit ou deux. Après une douche chaude, je me suis habillé et je suis allé me promener. Berlin la nuit a toujours eu une énergie qui lui est propre, une sorte d'ambiance lugubre sous les lumières vives.
Après quelques bières dans un bar voisin, déjà un peu plus détendu, je suis rentré à l'hôtel, espérant une nuit de sommeil paisible. Cependant, quelque chose dans le couloir de l'hôtel a attiré mon attention. En marchant vers ma chambre, j'ai remarqué une porte au bout du couloir qui semblait déplacée. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette porte. Il s'agissait d'une serrure, plus précisément. Les serrures des autres chambres étaient toutes ordinaires, modernes, rien d'anormal. Mais cela semblait venir d'une autre époque. C'était en laiton, avec des détails sculptés tout autour. La forme ovale m'a donné une sensation d'inconfort immédiat. La curiosité m'a frappé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai essayé de l'ignorer, mais mon regard revenait sans cesse vers cette porte. La première fois que j'ai pensé à demander au gérant à propos de la chambre, c'était pendant le petit déjeuner le lendemain. Je descendais les escaliers quand je l'ai vu à la réception, assis dans la même position, avec le même regard fatigué. Qu'y a-t-il dans cette pièce au bout du couloir? J'ai demandé, en essayant d'avoir l'air décontracté. Le gérant m'a regardé pendant quelques secondes avant de répondre. Ses yeux étaient enfoncés, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Oh, ce n'est qu'un vieil entrepôt. Rien d'important. » Il n'a rien dit d'autre. Il a juste regardé à nouveau le comptoir, voulant clairement mettre fin à la conversation. Cela aurait dû me suffire. J'aurais dû mettre l'affaire de côté et me concentrer sur la foire qui allait bientôt commencer. Mais la vérité, c'est que ce soir-là, après quelques bières de plus, la pièce fermée à clé a continué à marteler mon esprit. Le silence de l'hôtel semblait plus dense autour de cette porte, comme si le couloir y absorbait le son. J'ai décidé qu'il n'y avait pas de mal à y regarder de plus près. L'hôtel était calme, il n'y avait personne dans les couloirs, et tout l'environnement semblait enveloppé d'une sorte de mélancolie ancienne. Je me dirigeais vers la porte, le plancher de bois grinçant sous mes pieds, ajoutant à la tension que je ressentais. Quand je suis arrivé à l'écluse, j'ai hésité. Pourquoi faisais-je ça? Il n'y avait aucun sens. Mais la curiosité m'a submergé. Me penchant lentement, j'ai regardé par le trou de la serrure. Au début, je ne comprenais pas ce que je voyais. C'était une figure, immobile, couverte de la tête aux pieds par des draps blancs. La silhouette se tenait au milieu de la pièce, mais elle ne bougeait pas. Quelque chose me dérangeait profondément. Une sorte de frisson parcourait tout mon corps. J'ai pris du recul, le cœur battant. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être que c'était juste une pile de vêtements ou de draps. Peut-être que l'hôtel a utilisé la chambre comme une sorte de rangement après tout. Pourtant, ce moment m'a perturbé d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Je retournai dans ma chambre, mais l'image de cette silhouette immobile ne quitta pas ma tête. Le lendemain matin, mon agitation n'a fait qu'augmenter. J'ai essayé de me concentrer sur le salon de l'auto, mais mes pensées revenaient sans cesse à cette porte, à cette silhouette couverte de drap. Quelque chose n'avait pas de sens. J'avais besoin de regarder à nouveau. Je devais m'assurer que mon esprit ne me jouait pas des tours. J'ai attendu jusqu'au soir où l'hôtel était à nouveau calme. J'ai marché jusqu'au bout du couloir, le cœur battant dans ma poitrine. En m'approchant de la porte, j'ai ressenti un frisson. Je regardais de nouveau par le trou de la serrure, m'attendant à voir la même silhouette, immobile. Mais cette fois, je n'ai vu qu'un flou rouge. Il n'a pas été possible d'identifier ce que c'était, juste une tache rouge intense et pulsante, comme si c'était quelque chose de vivant. Je battis en retraite, effrayé. Était-ce du sang? Non, ce n'est pas possible. Peut-être que c'était un morceau de tissu rouge, quelque chose de simple. Mais je savais, au fond de moi, que quelque chose n'allait pas. Je me suis précipité en bas et je suis retourné à la réception. Le même manager était là, avec le même regard vide. « Qu'y a-t-il dans cette pièce ?» demandai-je, d'une voix plus haute que je ne l'avais prévu. J'ai vu quelque chose à l'intérieur. Le directeur leva lentement les yeux, sans montrer de surprise ni d'émotion. Je n'aurais pas dû regarder. C'est tout ce qu'il a dit avant de se lever et de disparaître dans les couloirs de l'hôtel. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je n'aurais pas dû regarder. Qu'est-ce que cela signifiait? J'ai essayé de le convaincre de m'expliquer davantage, mais il était déjà parti. J'ai passé le reste de la nuit sans pouvoir dormir.
les images de ce que j'ai vu ou cru voir tourbillonnant dans ma tête. Le lendemain, j'ai enfin découvert ce qui s'était passé. J'ai entendu 2 servantes parler dans les couloirs, chuchotant à propos de l'hôtel et de ses secrets. Ils parlaient d'un crime qui s'était produit il y a des années dans la pièce que j'avais espionnée. Une femme y avait été brutalement assassinée. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard, recouvert de drap blanc, les yeux avaient été crevés. Je ne comprenais pas si c'était une vieille histoire ou quelque chose de récent, mais ce que j'ai entendu a suffi à me retourner l'estomac. Le rouge que j'ai vu, ce n'était pas un tissu, ce n'était pas une pile de vêtements, c'était ce qui restait de l'œil de la femme assassinée. Et le plus troublant de tous était le sentiment croissant qu'elle me regardait. Son regard mort à travers la serrure me suivait maintenant, brûlant dans mon esprit. J'ai fui cet hôtel l'après-midi même, sans même regarder en arrière. Mais la vérité, c'est que je ne pourrai jamais laisser cette image derrière moi. Elle me poursuit. Chaque fois que je reste quelque part, je ressens le besoin désespéré de couvrir les écluses, de bloquer toute vue possible de l'autre côté. Parce qu'au fond de moi, je le sais. Je sais que quelque chose ou quelqu'un regarde en arrière. Hans Weber, le vendeur de voitures, n'a jamais pu dormir paisiblement depuis ce jour. La culpabilité et la peur se mélangent dans mon esprit. Peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Peut-être, d'une manière ou d'une autre, étais-je impliqué, ne serait-ce qu'en regardant. Mais le fait est qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et maintenant, chaque nuit, j'ai l'impression d'être observé par ce regard vide, par cette présence qui ne me laissera pas tranquille. J'étais épuisé. Après des heures sur la route, la fatigue semblait m'envelopper comme une lourde couverture. Mes paupières s'alourdissaient à chaque kilomètre parcouru, et le café que j'avais bu des heures auparavant n'avait plus d'effet. La carte sur le tableau de bord de la voiture indiquait qu'il restait encore de nombreuses heures jusqu'à New York, mais je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça. Le besoin de s'arrêter et de se reposer devenait de plus en plus pressant. Puis, j'ai repéré une enseigne au néon qui clignotait au loin. Pinewood Motel, chambre disponible. C'était exactement le genre d'endroit que j'essayais d'éviter, mais l'épuisement l'emportait sur tout inconfort que je pouvais ressentir. Le parking était presque vide, avec seulement 3 voitures usées garées sous la faible lumière des lampes. Le vent faisait osciller les branches des arbres, créant un son troublant qui semblait résonner dans l'air nocturne. En sortant de la voiture, j'ai sorti mon sac à dos et je me suis dirigé vers la réception. La sonnette de la porte a sonné au moment où elle s'est ouverte, mais personne n'est apparu immédiatement. J'ai attendu quelques secondes, regardant le comptoir couvert de poussière et les taches sur le tapis. L'idée de partir m'a traversé l'esprit, mais la fatigue était tellement enracinée que je me suis forcé à l'ignorer. « Puis-je vous aider ?» Une voix épaisse et confuse m'a tiré de mes pensées. Un homme petit et costaud, à la barbe fine et aux yeux irrités, émergea de derrière un rideau délavé. Le nom brodé sur son uniforme était Earl. Il m'a jeté un regard qui semblait évaluer si je méritais vraiment son attention. « Une chambre. Juste pour une nuit, dis-je, essayant de garder ma voix calme, bien qu'une nervosité croissante commençait à m'envahir. Earl me tendit la clé sans enthousiasme. Le chiffre 7 a été gravé sur une petite plaque métallique. Quand je l'ai ramassé, j'ai ressenti un frisson indescriptible. Je regardais par-dessus mon épaule et vis qu'Earl avait de nouveau disparu derrière le rideau. Ce sentiment d'inconfort ne m'a pas quitté, mais je ne pouvais pas me permettre d'être exigeant. La chambre était encore pire que ce à quoi je m'attendais. Les rideaux étaient tachés d'une teinte sombre, le couvre-lit dégageait une odeur de moisi et le tapis semblait avoir un passé sombre. Mais j'étais tellement fatigué que je me suis jeté sur le lit, laissant le sommeil me consumer. Presque endormi cependant, un bruit étrange me réveilla. C'était un cri. Basse, étouffée, mais indubitable. Je me suis assis sur le lit, le cœur battant la chamade. Imaginait-il des choses? Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Dehors, tout était sombre et immobile, à l'exception de la brise qui agitait la verdure autour du parking. Il n'y avait aucun signe de vie. J'étais sur le point de retourner au lit quand j'ai entendu le bruit d'une porte
qui claquait. Cette fois, c'était plus proche, comme s'il venait d'une des pièces voisines. Un frisson me parcourut l'échine. J'ai de nouveau regardé par la fenêtre, et j'ai vu une ombre se déplacer rapidement entre les voitures, disparaissant dans l'obscurité. Le sentiment de panique grandissait, mais j'essayais de me convaincre que c'était juste mon esprit qui jouait des farces à cause de la solitude de la route. J'ai décidé que je devais vérifier. J'ai pris mon téléphone portable, mais il n'y avait pas de signal. J'ai eu des papillons dans l'estomac, et j'ai pris la décision de descendre à la réception. Lorsque je quittais la pièce, le couloir était plongé dans un profond silence, si intense que chaque pas semblait résonner sur les murs. Quand je suis arrivé à la réception, je l'ai trouvée vide. La porte de derrière était entr'ouverte, et une faible lumière s'échappait de l'intérieur. Quelque chose dans l'air semblait mauvais, lourd, comme si l'endroit lui-même était imprégné d'un mal invisible. S'approchant lentement, le cœur battant dans ma poitrine, j'ai repéré un ensemble d'écrans poussiéreux empilés derrière le comptoir. Les images étaient déroutantes et granuleuses, mais au fur et à mesure que mes yeux s'adaptaient, j'ai commencé à comprendre. Il y avait plusieurs caméras montrant différentes parties du motel, le parking, les couloirs et les chambres. Sur l'un des écrans, j'ai reconnu la pièce dans laquelle je me trouvais. Une vague de panique m'a frappé. Ils me regardaient. Sur les autres toiles, j'ai vu des personnages bouger. Jean. L'un d'eux était attaché à une chaise en bois dans un sous-sol faiblement éclairé. La réalité a commencé à se dérouler devant moi. Ces images étaient celles d'autres invités, tout comme moi, pris dans un jeu sadique. La panique s'emparait de moi, mais avant que je puisse réagir, une main forte m'a attrapé par l'épaule. J'ai essayé de crier, mais quelqu'un a pressé un chiffon contre ma bouche. Je me battis de toutes mes forces, mais la forte odeur du tissu émoussa mes sens et l'obscurité me saisit. Quand je me suis réveillé, j'avais la tête qui battait et je me suis rendu compte que j'avais les poignets liés. L'environnement autour de moi était sombre, éclairé seulement par une faible lumière projetée par un appareil photo monté sur un trépied. Devant moi, l'homme à la réception me regardait avec un sourire cruel sur les lèvres. « Bienvenue dans l'émission », a-t-il dit en allumant la caméra. J'ai senti une vague de désespoir parcourir mon corps, mais quelque chose en moi refusait d'accepter que ce serait la fin de moi. Lorsque l'homme s'est approché, j'ai réussi à rassembler toute la force qui me restait et j'ai tiré ma chaise de toutes mes forces, sentant les cordes me couper la peau. D'un mouvement rapide, j'ai réussi à me libérer. Il était sur le point de m'atteindre quand je me suis lancé en avant, vers la lame qui gisait sur le sol. Le couteau a glissé entre mes doigts et, avec un coup de pouce de survie, je l'ai ramassé. Il est venu vers moi, mais je n'ai pas hésité. Avec un cri de désespoir, j'ai plongé la lame dans son abdomen. Le cri qu'il a poussé était aigu et plein de douleur. Le jeune homme, qui était quelque part derrière moi, s'est retourné et j'ai compris que je n'avais qu'une seconde pour agir. Earl s'est rapidement remis et a couru vers moi, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai couru vers la sortie, sentant mon cœur s'emballer et l'air se raréfier. La nuit à l'extérieur ressemblait à une scène cauchemardesque. La lune était couverte de nuages sombres et la route semblait s'étirer à l'infini dans l'obscurité. Je ne savais pas où aller, mais la seule chose qui comptait était de rester en vie. J'ai réussi à m'échapper, mais le sentiment d'être pourchassé ne m'a jamais quitté. J'avais besoin de m'échapper, et vite. Chaque nouvelle ville, chaque motel bon marché devenait un rappel constant qu'il pouvait toujours me chercher. J'ai changé de nom, d'adresse, de vie. Mais au fond de moi, je savais que je ne serais jamais complètement en sécurité. L'horreur de cette nuit-là me suivait comme une ombre. Les jours suivants ont été une lutte constante. Chaque coup à la porte, chaque regard suspect me rappelait les horreurs que j'avais vécues. J'ai été forcé de changer mes habitudes, de vivre à l'abri des radars, de changer d'identité dès que possible. Chaque mouvement que je faisais était entouré d'une peur qui me paralysait. Je ne pouvais faire confiance à personne. Même les visages les plus familiers sont devenus étranges et menaçants. Et au fil des jours, la paranoïa s'est infiltrée dans tous les aspects de ma vie. La nuit, alors que je me cachais dans des chambres de motel bon marché,
Je me surprenais souvent à penser à ces appareils photos, à ces visages effrayés et désespérés qui avaient été capturés devant moi. J'avais besoin d'en savoir plus sur cet endroit, sur ce qui était arrivé aux autres invités qui étaient là avant moi. Le motel de Pinewood était devenu une sorte d'obsession. Chaque rapport que j'ai trouvé sur Internet sur les disparitions de voyageurs m'a fait ressentir une oppression dans la poitrine, comme si une partie de moi avait été laissée pour compte. Lors de l'une de ces recherches, je suis tombé sur un article sur David Parker Ray, un tueur en série qui opérait dans des motels aux États-Unis et filmait ses victimes. Les descriptions des horreurs qu'il a infligées étaient un écho direct de ce que j'avais vécu. Le sentiment d'impuissance grandissait et une pensée terrifiante commençait à tourmenter mon esprit. Peut-être que le motel Pinewood était une extension de ces activités, un nouveau visage d'une horreur qui ne disparaîtrait jamais. Je ne pouvais pas laisser mon passé me consumer. Pourtant, l'idée que d'autres puissent vivre ce que j'ai vécu me tourmentait. L'idée qu'ils puissent être capturés, filmés et tués dans un cycle sans fin de douleur et de souffrance était insupportable. C'était comme si l'ombre de ce motel projetait ses ténèbres sur ma vie, faisant de chaque nouvelle ville un lieu de désespoir et de peur. Par une nuit particulièrement froide, j'ai décidé que je ne pouvais plus vivre comme ça. J'ai dû faire face à ma peur. Si je voulais un peu de tranquillité, je devais retourner au motel. L'idée de retourner dans ce lieu qui m'a causé tant de terreur était terrifiante, mais le besoin de comprendre et de trouver une forme de justice m'a poussé. J'avais besoin de savoir s'il y en avait d'autres comme moi, s'il y avait une chance de sauver ceux qui pourraient encore être piégés. Le cœur battant, je suis retourné au motel. L'enseigne lumineuse clignota à nouveau, mais cela ressemblait plus à un avertissement qu'à une promesse de repos. L'endroit semblait abandonné, mais dès que j'y suis entré, j'ai reconnu les murs et l'odeur du lieu. Chaque coin résonnait de souvenirs terrifiants. Mon estomac s'est retourné quand j'ai réalisé que, malgré tout, le motel avait encore sa force. La réception était vide, mais il y avait une porte arrière entr'ouverte. Le cœur dans la gorge, je me suis avancé et j'ai trouvé une petite pièce remplie de matériel d'enregistrement et de moniteurs. Les écrans montraient des images d'autres pièces, mais il y avait quelque chose de plus. Une caméra était braquée sur un espace vide. Mon cœur s'est emballé. Il pourrait y avoir d'autres victimes, plus de gens qui avaient besoin d'aide. Un homme émergea du fond de la salle. C'était Earl. Il était plus pâle, mais l'expression de la folie demeurait toujours. Il tenait un couteau, et son expression était celle d'une pure satisfaction. « Vous êtes de retour », a-t-il dit avec un sourire sadique. « Nous avons toujours su que tu reviendrais. » J'ai senti la panique monter, mais je ne pouvais pas hésiter. J'ai couru vers la sortie, déterminé à échapper à ce cauchemar une fois de plus. Earl m'a suivi, mais je n'ai pas regardé en arrière. L'adrénaline me faisait monter, et je savais que je devais trouver un moyen de m'en sortir, non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui étaient peut-être encore coincés. Les portes du motel se sont refermées derrière moi, mais la liberté était devant moi. Le cœur battant, j'ai couru vers la route, déterminé à ne pas laisser l'ombre de cet endroit me consumer à nouveau. Finalement, alors que je courais vers l'inconnu, j'ai réalisé que malgré la terreur que j'avais affrontée, il y avait une lumière au bout du tunnel. La lutte pour la justice et la recherche de ceux qui sont peut-être encore piégés dans le motel m'ont guidé. Je n'allais pas m'arrêter avant que chacun d'eux n'ait une chance de s'échapper. Le voyage était loin d'être terminé, mais maintenant j'avais un but. Jacques et moi étions épuisés. Notre lune de miel aurait dû être le moment de redémarrer, d'essayer d'oublier les derniers mois de disputes et de distanciation. Lorsque nous avons décidé de nous marier, nous savions que le chemin serait compliqué, mais rien ne nous avait préparés au tourbillon d'émotions qui s'en est suivi. Tous les deux trop occupés par le travail, avec les exigences quotidiennes, nous avions à peine le temps de nous parler. Nous avons décidé que ce voyage était l'occasion de nous reconnecter, de retrouver enfin la paix qui semblait si loin. La destination, une station balnéaire isolée sur la côte australienne, où nous pouvions nous évader, juste nous deux et le bruit de l'océan.
Dès notre arrivée, l'endroit semblait parfait. La station était petite, avec seulement quelques chalets répartis sur une immense plage de sable blanc. Les eaux cristallines scintillaient sous le soleil, et une brise chaude soufflait constamment, apportant une odeur salée qui me rappelait la liberté. C'était comme si le monde avait été laissé pour compte. Le propriétaire de la station, un homme âgé avec une peau qui semblait avoir été sculptée par les éléments, nous a accueillis avec un sourire poli, mais quelque chose dans ses yeux m'a mis mal à l'aise. Il y avait là une ombre, un poids que je n'arrivais pas à identifier à ce moment-là. Il était cordial mais distant, comme soulagé de nous laisser seuls dans la chaumière. En nous faisant visiter, il a fait une mention fortuite des traditions locales. Il a dit que la nuit, personne n'allait à la plage. L'eau n'est pas salubre après le coucher du soleil, a-t-il déclaré. Ces mots résonnaient sans cesse dans ma tête. Jack riait, faisait des blagues sur les superstitions, comme il le faisait toujours, mais quelque chose dans cet avertissement me dérangeait. J'ai essayé de l'ignorer, en me disant que ce n'était qu'une de ces légendes que les hôteliers inventent pour ajouter un peu de mysticisme à l'endroit. Mais le frisson dans ma colonne vertébrale était réel. Le premier jour a été idyllique. Nous marchons le long de la plage, explorons les rochers et nageons dans les eaux calmes. Jack se sentait plus léger, plus proche de moi, et j'ai pensé que ce voyage était peut-être exactement ce dont nous avions besoin. Mais lorsque le soleil a commencé à se coucher, j'ai ressenti un changement. La plage, autrefois accueillante, semblait étrangement déserte. Les vagues, qui avaient été lisses et calmes pendant la journée, ont commencé à sonner plus lourdes, comme si quelque chose se déplaçait sous la surface. La brise, autrefois réconfortante, est devenue froide. J'ai convaincu Jack de retourner au chalet avant que le soleil ne disparaisse complètement. Il m'a regardé comme si j'étais fou, mais il a accepté. Cette nuit-là, j'ai mal dormi. J'ai rêvé de la plage. J'étais seul, marchant sur le sable humide, et quelque chose me regardait. Je pouvais le sentir, mais je ne pouvais pas le voir. L'eau était calme, mais il y avait une présence, quelque chose qui se cachait dans l'ombre de la nuit. Soudain, j'ai senti quelque chose de froid toucher ma cheville. Je me suis réveillé en sursaut, en sueur et haletant. Jack dormait profondément à côté de moi, inconscient de l'agitation qui me consumait. Je suis resté allongé là, regardant le plafond, essayant de me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Peut-être que c'était juste de la fatigue, pensais-je. Le lendemain, Jack revint de la mer plus tôt que prévu. Sa peau était pâle et il avait l'air troublé. Je lui demandai ce qui s'était passé et il me dit qu'en nageant, il avait entendu des voix venant des profondeurs. Ce n'était pas le bruit des vagues, a-t-il dit, avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'étaient des voix, claires, comme des chuchotements. Mais ce n'étaient pas des mots, c'était quelque chose de différent. J'ai essayé de rire et de dire que c'était son imagination, mais il n'avait pas l'air convaincu. Et pour être honnête, je ne l'étais pas non plus. À ce moment-là, ce qui semblait être de la superstition avait commencé à devenir un poids constant dans l'air. La station, qui était autrefois un refuge, a commencé à se sentir claustrophobe. La mer, qui m'avait jadis enchanté, était devenue une présence menaçante. Il y avait un étrange sentiment que nous n'étions pas seuls. Cette nuit-là, les voix sont devenues plus intenses. Jack les entendit, même à l'intérieur de la chaumière, comme s'il l'appelait de la mer. Je n'ai rien entendu, mais la peur dans ses yeux a suffi à me mettre en alerte. Nous avons essayé de parler à nouveau au propriétaire de la station, à la recherche d'une explication. Il nous a accueillis d'un air fatigué, comme s'il savait déjà exactement ce que nous vivions. Il n'a pas semblé surpris. À contre-cœur, il a mentionné des légendes aborigènes. Il a parlé des anciens esprits de l'océan, des entités qui habitaient ces eaux bien avant que les hommes n'y mettent le pied. Il a déclaré que la station avait été construite dans une zone considérée comme sacrée, où d'anciens rituels maintenaient les esprits piégés dans l'océan, loin du monde des vivants. Mais au fil des ans, ces rituels ont été oubliés. Ces histoires, qui dans un autre contexte sembleraient absurdes, ont soudain pris un sens. Il y avait quelque chose qui n'allait pas à cet endroit. La mer était vivante, d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Les ombres que nous voyions au loin, près des rochers,
semblait maintenant se rapprocher de plus en plus. Cette nuit-là, je me suis réveillé avec Jack en train de crier. Il était assis sur le lit, les yeux écarquillés de terreur. Il a dit que quelque chose le tirait, des mains glacées essayant de le traîner hors du chalet. J'ai couru vers lui et je l'ai serré dans mes bras, mais même moi, je pouvais sentir l'air froid autour de nous. Il n'y avait plus de doute, quelque chose nous poursuivait. Nous avons fait nos valises à la hâte. Nous devions sortir de cet endroit. Mais lorsque nous avons ouvert la porte du chalet, nous avons été accueillis par un spectacle terrifiant. Les vagues s'écrasèrent violemment sur la plage, un bruit presque assourdissant. Et au milieu du sable, il y avait des ombres. Des silhouettes indistinctes et sombres, comme si elles avaient émergé de l'océan, s'avançaient vers nous. Ils n'étaient pas humains. Leurs formes flottaient comme si elles étaient faites d'eau et de ténèbres. Ils n'avaient pas d'yeux, mais je sentais leur regard fixé sur nous. Le chemin menant à la voiture semblait impossible à traverser. Des ombres étaient partout, bloquant notre sortie. Le sentiment d'être observé, d'être au bord de quelque chose d'innommable, était suffocant. Jack m'attrapa la main et nous courûmes. Nous courons comme si nos vies en dépendaient, et je savais qu'il le faisait. Les ombres nous suivaient, le bruit des vagues devenait de plus en plus fort, presque comme si la mer elle-même essayait de nous tirer en arrière. Je sentais l'eau toucher mes chevilles, même si j'étais loin de la plage. Finalement, nous avons rattrapé la voiture, et Jack a dévalé la route sinueuse sans regarder en arrière. Le bruit des vagues s'éloigna lentement, mais le sentiment de poursuite demeurait. Lorsque le soleil a commencé à se lever, nous nous sommes enfin permis de respirer. Nous nous étions échappés, mais nous n'étions pas libres. De retour sur le continent, nous avons essayé de faire comme si tout cela avait été un cauchemar. Mais les marques sont restées. Jack et moi n'avons pas parlé de ce qui s'était passé, mais nous avons tous les deux porté le poids de cet endroit. Il est devenu plus distant, et je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que nous étions toujours observés. Nous évitons l'océan à tout prix. Tout endroit surplombant la mer me rendait anxieux, comme si ces ombres nous attendaient toujours, prêtes à nous ramener dans les profondeurs. Parfois la nuit, je me réveille avec des sueurs froides, avec l'impression que quelque chose me regarde de l'extérieur. Et les rares fois où je m'endors profondément, les rêves reviennent. Je suis toujours sur la plage, seul, avec le bruit des vagues qui grandissent au loin. Mais le pire, c'est le silence qui vient après, le silence qui précède les ombres. Ils me suivent, et d'une certaine manière, je sais que nous ne serons jamais vraiment libres.